Au Québec, généralement, il faut un revenu individuel avant impôt de 200 000 $ ou plus. À partir de ce seuil, vous faites partie du 1% le plus riche. Ceci étant, les gens qui en font partie, on parle d'à peu près 70 000 personnes au Québec, les gens qui font partie du 1% le plus riche, en moyenne, ont un revenu de près d'un demi-million de dollars. Leur taux d'imposition, en moyenne, ils payent à peu près 30%, 33% en impôts sur ce revenu. Généralement, l'âge médian des gens qui en font partie, c'est 53 ans. Donc, la moitié des gens sont plus vieux que 53 ans, l'autre moitié est plus jeune. Il y a également, en question du genre, un peu moins du 3/4 sont des hommes. On parle de 74% sont des hommes et 26% sont des femmes. Et maintenant, qui compose le 1% le plus riche? Le groupe est diversifié. Il y a des artistes, il y a des gens du secteur public, mais je dirais que les trois principaux groupes qui font partie du 1% le plus riche, il y a les entrepreneurs, les patrons d'entreprise, les hauts dirigeants d'entreprise. Ensuite, il y a les professionnels, notamment les avocats, mais en particulier les médecins, les gens du secteur de la santé qui ont cette profession, et finalement les travailleurs de la finance. Les travailleurs de la finance font également partie de ce groupe-là, mais en même temps, il n'y a pas un groupe qui clairement se distingue. Il n'y a pas la moitié du groupe qui fait partie nécessairement du 1% le plus riche, mais de toutes ces professions, il y a beaucoup de professions libérales qui en font partie. C'est sûr que si on regarde des PDG d'entreprises qui font plusieurs millions par année, il y en a quelques-uns au Québec, il y en a quelques centaines, ces gens-là font partie du centième du 1% le plus riche. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut sembler accessible à la limite, 200 000 $ de revenus pour faire partie du 1% le plus riche, mais en même temps, le revenu moyen est beaucoup plus élevé. Donc, il ne faut pas oublier que même si ça prend 200 000 $ pour en faire partie, il y a beaucoup de gens qui ont un revenu bien supérieur à ce niveau-là. Et c'est quand même 70 000 personnes au Québec. Donc, au Québec, il y a des riches, je pense que c'est important de le souligner. On ne vit pas dans l'enfer fiscal que beaucoup décrivent. Et, tu sais, 200 000 $, ça c'est pour une personne. Généralement, les gens qui ont un revenu élevé souvent se marient avec d'autres personnes qui ont un revenu élevé, donc le revenu du ménage est déjà plus important. Et ce phénomène-là a eu tendance à s'amplifier dans les dernières années. Pour caricaturer un peu, avant, l'infirmière mariait le médecin, maintenant les médecins se marient entre eux. Ce qui veut dire que les ménages ont tendance à accroître. La formation des ménages a tendance à accroître les inégalités à ce niveau-là, ce qui fait que c'est l'un des facteurs pourquoi les inégalités augmentent. C'est pas le seul, mais c'en est un. Il faut plus d'argent au Canada anglais pour faire partie du 1% le plus riche. On parle de 230 000 $ au minimum par année, plutôt que 200 000 $ au Québec. A priori, la différence n'est pas très grande, mais le revenu moyen, par contre, est plus important. Puis on voit que le 1% le plus riche du Québécois dans l'ensemble du Canada a eu tendance à décroître. Avant, il y a une trentaine d'années, le 1% le plus riche québécois représentait 21% de l'ensemble du 1% le plus riche canadien. Aujourd'hui, il en représente 16%. Ce qu'on voit, c'est l'Alberta et l'Ontario en particulier ont vu une augmentation de leur part du 1% le plus riche, qui ont eu tendance à s'enrichir encore plus rapidement que leurs collègues des autres provinces. Et ça s'explique essentiellement par la structure économique de ces provinces-là. En Alberta, il y a eu un boom pétrolier. Et ça a enrichi beaucoup de gens qui investissent ou qui ont des entreprises à ce niveau-là. Puis en Ontario, bien, il y a la finance. La finance est importante au Canada. Ça se situe à Toronto. Et le 1% le plus riche ontarien a eu tendance à en profiter beaucoup plus que dans les autres provinces. Donc ça s'explique vraiment à ce niveau-là. Il y a quand même des mécanismes qui, malgré les modèles institutionnels qui sont spécifiques à chaque pays, il y a quand même de la marge de manœuvre pour changer les choses. Et la principale institution qui fait vraiment une différence à ce niveau-là, c'est l'impôt. Plus le taux marginal d'imposition, les dernières braquettes dans l'échelle du système fiscal sont élevées, moins il y a d'exemptions fiscales pour des revenus comme les revenus de capital ou les revenus de dividendes corporatifs.
plus le 1% le plus riche aura moins tendance à se négocier des grosses hausses de rémunération, parce qu'il y aura moins l'incitatif pour le faire, puisque l'impôt va être élevé, moins le 1% le plus riche pourra accumuler ses revenus, l'épargner qui génère une rente ensuite lorsque c'est investi dans l'immobilier ou en finance, ce qui accroît les inégalités. On l'a vu historiquement lorsque les périodes où le 1% le plus riche était plus faible, ou lorsque l'augmentation du 1% le plus riche était plus modeste, c'est vraiment lorsque le taux d'imposition est plus élevé. Puis on le voit, ça sert en quelque sorte de plafond à l'augmentation du 1% le plus riche. Ça permet de ralentir sa croissance pour que ça aille à peu près au même niveau que le 99% restant. Parce que l'autre partie de l'équation, c'est pas juste le 1%, c'est le 99%. C'est un ratio, c'est un sur l'autre. Et en ce sens-là, il faut que le 99% restant, la grande majorité de la population, la grande majorité des travailleurs, puissent également profiter de la croissance économique, ce qu'on n'a pas vu depuis les 30 dernières années. Il y a eu de la croissance économique, il y a eu des gains de productivité, mais ils sont de moins en moins captés par le 99% restant. Et plus on descend dans l'échelle de revenus, plus ce phénomène-là s'exacerbe, en particulier pour la classe moyenne, en fait, pour qui les emplois qui ne nécessitaient pas nécessairement un haut niveau de qualification, mais qui étaient quand même payants. On pense aux emplois manufacturiers. Il y en a de moins en moins de ces emplois-là. Et même pour les emplois qui produisent beaucoup de croissance, il faut avoir un certain rapport de force. Il faut que le 99% puisse tirer ses marrons du feu, puis tirer, dans le fond, aller chercher sa part du gâteau. Puis pour ça, il faut que son rapport de force lui soit favorable. Les institutions du marché du travail font partie de l'équation. La finance est également un problème parce que, essentiellement, la finance dans l'économie, c'est juste supposé être un rôle d'allocation. Mais on voit que de plus en plus, les actionnaires bénéficient de plus en plus de la croissance économique, souvent au détriment des consommateurs et des travailleurs, et en particulier des travailleurs, ce qui fait qu'il y a peu d'augmentation de salaire, mais les retours sur investissement de ceux qui investissent en bourse sont des fois de l'ordre de 10-15%, alors que l'économie croît de 3%. Ce n'est pas soutenable et c'est simplement prendre une partie de la tarte économique de d'autres personnes. L'économie est trop souvent présentée comme étant quelque chose d'inaccessible, réservé aux experts, puis je pense que c'est une erreur. Au contraire, on est des agents économiques, on est des acteurs économiques, on fait des actions économiques à tous les jours, ça concerne tout le monde, puis je pense que le livre se veut une porte d'entrée vers l'économie en général, le rôle de l'État dans l'économie au Québec en particulier, surtout pour le 1% le plus riche et les inégalités au Québec. C'est un sujet qui concerne tout le monde, c'est un sujet qui touche tout le monde. On voit que ça concerne bien les gens lorsqu'ils en parlent, lorsqu'ils répondent à des sondages, que la réduction des inégalités devrait être une priorité pour le gouvernement québécois. Il y a eu un sondage il y a quelques années qui montrait que 70% des gens au Québec considéraient que la réduction des inégalités devait être une priorité gouvernementale. On voit que ça concerne les gens. Puis en ce sens-là, ce livre-là se veut accessible à monsieur et madame tout le monde, justement parce que ça concerne tout le monde. Je souhaite que l'ensemble de la population puisse se l'approprier, puis en ce sens-là, il est fait de façon très accessible, il est écrit sans charabia technique. C'est vraiment un livre que vous pouvez lire puis apprendre des choses et sans que ce soit un exercice épuisant. Je pense que l'économie, la science politique, les sciences sociales en général, ça devrait pas être quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose qui touche les gens directement dans leur quotidien. Puis en ce sens-là, le fait d'avoir écrit un livre, certes à des presses universitaires, ça montre que il faut être capable de faire le lien entre le vrai monde puis le monde académique. Puis je pense que ce livre-là, il est une belle encapsulation de tous ces principes-là. Donc, ça se veut un livre que je souhaite, monsieur et madame tout le monde, puisse lire et apprécier parce que c'est un livre accessible justement pour ça. L'ouvrage se veut un portrait descriptif beaucoup plus qu'un message militant. C'est-à-dire que, d'un côté, oui, les inégalités, elles ont augmenté, il faut le signaler, mais de l'autre côté, les efforts que le Québec a fait et fait depuis plusieurs années, ça rapporte ses fruits, ça a un impact, on le voit. Donc, je pense que
les partisans de ceux qui croient que le 1% le plus riche a beaucoup augmenté, fait partie du problème, vont quand même trouver certains éléments qui vont leur plaire. Et ceux qui, au contraire, disent non, le 1% le plus riche, c'est pas si pire que ça au Québec. Pas nécessairement qu'il faut rien faire, mais il faut mettre les choses en perspective. Eux autres aussi vont trouver quelque chose. C'est vraiment une recherche qui se veut descriptive et analytique, beaucoup plus qu'un manifeste militant. Bien, mon nom est Nicolas Zorn, je suis analyste de politique à l'Institut du Nouveau Monde, je suis également doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Je m'intéresse aux inégalités de revenus, aux inégalités de richesse, au Québec en particulier, mais dans le monde en général, depuis quand même plusieurs années. Et là, je viens de publier le livre « Le 1% le plus riche, l'exception québécoise » aux presses de l'Université de Montréal.